le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Invités 30. Madame et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez dans cette émission. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la révision ou la modification constitutionnelle votée le 18 février 2006 par référendum. Ces sujets divisent la classe politique, notamment l'opposition et la majorité. Aujourd'hui, nous allons l'aborder avec quelqu'un de la société civile, qui n'est autre que M. Félix Kalala Mwanza. Bonjour, M. Félix. Bonjour, Madame la journaliste, et merci surtout pour l'honneur que vous continuez à me faire en m'invitant dans ce beau cadre de Rupture Télévision. Je vous suis vraiment reconnaissant, tant plus qu'ensemble nous partageons nos idées en ce qui concerne l'actualité de notre pays. Je profite déjà, après des Jeux, pour saluer l'honorable Baudouin Lubika Mwabilou, avec qui nous sommes en union d'esprit, avec toute sa famille d'ailleurs, pendant que je suis en train de saluer aussi toutes les victimes directes et indirectes de l'épuration ethnique du Katanga, 92-93, en leur rappelant que la journée officielle, la journée culturelle avec le CEPROLA, c'est pour très bientôt, je crois déjà la semaine prochaine. Nous allons balancer dans nos différents groupes le programme pour mettre tout le monde au parfum. Voilà. Monsieur Félix Kalala, vous êtes acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme, comme je viens de vous présenter. D'entrée déjà, c'est quoi déjà la Constitution? Bon, merci pour la question. Je pense que la Constitution n'est pas compliquée à être définie. C'est juste cette loi fondamentale qui régit la fonctionnalité d'un État. C'est l'ensemble des dispositions qui gouvernent les faits et gestes de tous ceux qui nous dirigent. Et voilà, nous sommes dans une république et nous sommes dans un État qui se veut souverain. Cette souveraineté se vérifie, se justifie au niveau national et international par le fait de disposer de sa loi fondamentale qui est la Constitution. Donc le cœur, l'âme d'une république, c'est sa Constitution. Voilà plus ou moins ce que je peux vous dire en termes de définition, pendant que je salue ici le grand constitutionnaliste, le professeur Jean-Louis Essambo, qui est parmi les gens qui m'ont formé au département des relations internationales. Je me plie devant la mémoire de Djello Epenge, tout en saluant aussi l'honorable Jacques Njoli, qui fait partie des grands constitutionnalistes que nous avons dans ce pays. Donc lorsqu'il s'agit de parler d'une constitution, eh bien, on touche à l'âme même d'un État. Et je crois que, comme l'actualité l'indique bien, je pense que c'est le moment d'en parler. Vous venez d'ailleurs de dire que ça divise la classe politique. Je dis, cela est à mettre sur le compte de la dialectique même de Karl Marx. Là où il y a une thèse, il y a toujours une antithèse. Ce qui est vrai, c'est que la constitution de notre pays mérite d'être remise sur la table des discussions. Et ça vaut la peine. Monsieur Félix, Mabange Beleboé, juste au début de l'émission, parle-nous, c'est quoi la différence entre révision constitutionnelle et modification? Différence entre, des fois on parle de, tantôt on parle de réviser, tantôt on parle de modification. C'est quoi déjà la différence? Bon, au fait, je ne voudrais pas tout de suite avoir la prétention de répondre comme si j'étais un juriste attitré. Moi, j'ai fait les relations internationales, là où nous sommes au département des relations internationales, et voilà, avec donc à la faculté des sciences politiques et administratives. Eh bien, madame, la différence entre la révision constitutionnelle et la modification même de la Constitution, elle est très subtile. Pour autant que dans les deux cas, il s'agit tout simplement de la révisitation. On revisite le texte fondamental. La révision, c'est-à-dire on en parle, on essaie un peu de voir les dispositions qui posent problème, on essaie un peu d'en juger l'opportunité ou la nécessité, soit pour les maintenir ou soit pour les élaguer, en les remplaçant peut-être par autre chose. Quant à la modification, à moins que je puisse
me tromper. La modification, c'est la révision de fond en comble. C'est le remplacement d'un texte existant par un autre. Et lorsque on veut remplacer une constitution par une autre, là, on recourt à la consultation populaire qu'on appelle le référendum. C'est encore une élection. Là, on trouve que la constitution qui nous gouverne, celle qui sous-tend l'exercice républicain, n'est plus d'actualité, ne répond plus aux exigences du moment, eh bien, il faut carrément la revoir, sinon la remplacer. On peut modifier ça, on peut réviser ça, modifier. Mais ce qui a été fait en 2011 par Joseph Kabila, qui est passé des élections présidentielles de 2 tours à 1 tour, il avait modifié, il a révisité, il a révisé la Constitution. Et là, ça se passe dans un cadre restreint qui est le Parlement. Vous voyez, mais là où ça nécessite, parce que peut-être plus tard on va parler même des articles verrouillés, là où ça nécessite une chirurgie de fond, eh bien on parle carrément du référendum. C'est-à-dire, il y a une constitution qui existe, eh bien, qui ne vaut plus la peine, il faut la remplacer par une autre. En ce moment-là, on va recourir à la vie de la population en passant par ce qu'on appelle le référendum populaire. Nous connaissons déjà la position de la majorité du pouvoir par rapport à la modification constitutionnelle et aussi de l'opposition. Maintenant, vous, en tant que société civile, vous êtes pour ou contre la modification constitutionnelle? Vous savez, il y a 2 réalités qui fondent l'existence même d'une constitution. La première réalité, c'est la nécessité. Et la deuxième, c'est l'opportunité pouvant justifier une quelconque révision ou bien une modification. Aujourd'hui, parce que je dois répondre à votre question, c'est de savoir pourquoi il faut... Non, je dis d'abord oui ou non, et puis pourquoi. Non, pour le moment, je vous dis que je suis plus que d'accord. Cette constitution ne nous appartient pas, je crois l'avoir déjà dit une fois dans une de vos émissions. La constitution, c'est une marque de souveraineté d'un pays. Une nation qui se veut respectée et respectable, eh bien, doit se définir ou doit s'auto-définir, s'auto-déterminer par rapport à sa constitution. Et cela est valable tant au niveau national qu'international. Madame, par rapport à la petite histoire, la constitution du 18 février est une production intellectuelle de l'accord de Sun City. On va vous dire que c'est pratiquement l'université de Liège, l'université belge, qui avait confectionné ce texte à un moment donné, vu les exigences de ce moment-là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, cette constitution n'a rien à voir avec l'actualité, avec les réalités ou les exigences actuelles de notre pays. Ça n'a rien à voir. Elle est anachronique. Elle est en déphasage avec les vrais problèmes de notre pays. Et je dis effectivement, je suis de ceux-là qui pensent qu'il est plus que jamais temps de revoir cette constitution et même d'aller plus loin, de la remplacer par une autre. Parce que notre souveraineté passe aussi par là. Nous avons besoin d'une loi fondamentale qui soit en harmonie avec nos exigences, qui soit une production intellectuelle des Congolais eux-mêmes. Une constitution des Congolais, par les Congolais et pour les Congolais. Et ça doit être clair. Celle que nous avons aujourd'hui, eh bien, ce sont, je ne sais pas moi, les Occidentaux, les Belges, il y avait les Louis Michel et autres là qui étaient dans tout ça, l'Union européenne, qui voulaient ne fût-ce que qu'on ait un texte pouvant, ne fût-ce que couper la poire en deux et puis nous mettre un peu à l'abri de la tentative de la balkanisation. Mais M. Félix, justement c'est ça la question, c'est de savoir, c'est quoi la faiblesse de la constitution actuelle de 2006? Avant de parler d'ailleurs de faiblesse, je voudrais vous dire que pour parler, pour penser
à la révision constitutionnelle ou tout simplement à sa modification, il faut juger l'opportunité. L'opportunité, c'est ça même la notion de base qui doit fonder tous les débats, toutes les discussions. Les faiblesses de cette constitution est liée, ou plutôt sont liées à plusieurs problématiques. Il y a d'abord, premièrement, la problématique des élections présidentielles à 2 tours, ce qui était une bonne chose, d'ailleurs c'est parmi les standards au niveau international, mais Kabila s'est arrangé en 2011 pour passer de 2 tours à 1 tour. Vous savez comment les choses s'étaient passées. Peut-être que je vais y revenir avec plus de détails. La deuxième faiblesse, c'est que nous avons un Parlement bicaméral et qui est inutilement budgétivore. Moi, je crois que si on recourt à la consultation populaire, on demande l'avis de la population en ce qui concerne la présentation, ou plutôt l'existence des 2 chambres au niveau du Parlement, je vais vous dire qu'il y a un double travail qui est fait. Aujourd'hui, et plus que jamais, vous allez comprendre avec moi que le Sénat n'a pas sa raison d'être. C'est budgétivore, c'est une institution budgétivore, il y a une sorte de redondance. Ce que l'Assemblée nationale fait, c'est pratiquement ce que les sénateurs font. Encore faut-il savoir comment ces sénateurs-là sont votés. C'est la corruption au vu et au su et au vu de tout le monde. La troisième faiblesse, c'est par exemple l'élection des gouverneurs par les assemblées provinciales. Tout est corruption, tout est manipulation et tout est magouille. Imaginez-vous, rien que pour la province du Kasaï oriental, qui est la mienne, à moins de 5 ans, on a dû remplacer, on a dû avoir 3 gouverneurs. Pourquoi? Parce que le gouverneur est voté par les députés provinciaux, moyennant justement les espèces sonnantes et trébuchantes. On sait comment ça se fait. Et puis quand ces mêmes députés provinciaux qui sont des électeurs, quand ils vont se rendre compte qu'ils ne gagnent rien, ils ne se retrouvent pas dans la gestion de ce gouverneur, eh bien, ils présentent une motion de défiance et tout ça, et puis on met le monsieur de côté. Voilà. Et ça pose problème en ce qui concerne la stabilité des institutions au niveau provincial. Si on doit changer des gouverneurs à tour de bras, on doit les changer au jour le jour, eh bien, et on se dit, mais c'est quoi qui va nous rester en termes de projet de développement? Donc c'est un peu ça. L'autre faiblesse, je sais qu'il y en a beaucoup. Cette constitution n'a rien à voir avec les vieux problèmes des Congolais. Je vais vous parler de 26 provinces. Pourquoi 26 provinces? Nous avions 11 provinces, bien installées dans les 4 espaces, parce que je dois bien parler français, dans les 4 espaces linguistiques. Mais qu'est-ce que vous voulez? Depuis qu'on a eu les 26 provinces, mais aujourd'hui, Ituri, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, c'est tellement subtil et complexe qu'on ne sait pas finalement dire, mais qui gouverne quoi, qui fait quoi dans ce pays? Ok? Et imaginez-vous, si nous avons 26 provinces, donc nous avons 26 gouverneurs, nous avons 26 cabinets avec des gens à payer, nous avons 26 assemblées provinciales à payer. Ah non! Nous devons partir de 26, nous devons aller de 26 à 11, c'est-à-dire rentrer à notre ancienne configuration. 26 provinces dérangent? Mais ça me dérange, moi personnellement, vous savez que je suis défenseur, moi, je lutte contre le tribalisme, contre le régionalisme. Cette histoire de 26 provinces a mis de l'huile au feu. Aujourd'hui, les gens sont devenus encore plus tribalistes, plus régionalistes. Allez au Katanga, vous allez comprendre que maintenant, les ressortissants du Lualaba commencent à regarder de mauvais œil les autres qui s'appellent du Haut-Katanga. On vous parle du Katanga utile et du Katanga inutile. C'est dû à tout ça. Or, quand on avait juste le Grand Katanga, avec Lubumbashi comme le chef-lieu, les choses marchaient comme il faut. Avant même de terminer, je vais vous dire que je souhaiterais qu'on puisse revoir
cette constitution, qu'on puisse la revoir de fond en comble pour que le président de la République ait même la possibilité de nommer les gouverneurs, qu'il peut aussi remplacer à sa guise, de manière à rester dans l'optique de sa gouvernance. Je crois que c'est ça, il y a beaucoup de faiblesses. C'est une histoire qui doit être, c'est vraiment une paperasse qui doit être mise de côté. Revenons aux opportunités, comme tu l'as déjà évoqué. Pensez-vous que, M. Félix, pensez-vous que c'est opportun aujourd'hui de modifier la Constitution? Il faut la modifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la modifier pour la rendre en harmonie, pour la mettre en harmonie avec nos exigences. Nous avons besoin d'aller aux élections présidentielles à 2 tours. On a besoin de ce challenge-là. On veut voir les 2 personnes, comme ça se fait en France, comme ça se fait partout. On veut voir 2 personnes challenger, effectivement, en termes d'élections présidentielles. Nous en avons besoin, c'est opportun. Nous avons besoin des 26 provinces, plutôt des 11 provinces. Nous avons besoin des gouverneurs qui sont nommés par le président de la République. Évidemment, j'étais en train de vous dire aussi, madame, que nous sommes dans un pays où, quand le président de la République, parce que notre système, c'est pratiquement un système semi-présidentiel, et c'est le Premier ministre qui est directement responsable devant le Parlement, pour autant qu'il est issu de cette majorité parlementaire. Mais si le président de la République a ce pouvoir-là de nommer directement le Premier ministre, vous verrez que ça ne va pas commencer à nous prendre 6 mois, comme ça a toujours été le cas dans notre pays. Le président est déjà nommé, mais il faut attendre 3-4 mois pour la nomination du Premier ministre et 6 mois après pour l'installation du gouvernement. Ça pose problème. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Le président de la République est nommé aujourd'hui, 4 jours après, il nomme son Premier ministre, et puis par après, dans la semaine qui vient, allez, on a déjà le gouvernement, c'est fini, on décolle. Dans notre pays, ça prend beaucoup du temps, on doit consulter, il faut chercher un formateur, et ça, tout ça, c'est budgétivore, ça fait passer du temps, et pourtant, il y a plus important que ça. Monsieur Félix, parce que nous l'avons dit d'entrée de jeu, que la modification ou la révision constitutionnelle divise déjà la classe politique. Ne pensez-vous pas que ça sera de l'huile qu'on est en train de mettre sur le feu? Non, mais j'étais en train de vous dire tout à l'heure que le débat d'idées reste le fondamental en ce qui concerne la démocratie. Il faut qu'il y ait débat. Il faut qu'il y ait cette dialectique menée avec citoyenneté, avec probité morale et intellectuelle. Et là où il y a une thèse soutenant la révision de la Constitution ou sa modification, mais il y a une antithèse qui vous dit que ça ne vaut pas la peine. C'est ça même la démocratie. Mais le débat ne doit pas être un débat de chiffonnier. On ne doit pas rester au bas du caniveau. Hein, moi j'entends les gens soi-disant de l'opposition, quand bien même que je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition, moi je suis de la société civile, et là je suis en train de réfléchir en tant qu'intellectuel. Et ça me suffit. Lorsqu'on leur pose la question de savoir pourquoi ils ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, immédiatement, avec une légèreté déconcertante, ils se mettent à raconter des choses sur Félix Tshisekedi, il veut prolonger son mandat, c'est-à-dire on a toujours cet atavisme de ramener le débat au niveau des individus, là où il faut le relever, là où il faut effectivement produire une intelligence de nature à vendre notre pays positivement. Vous dites, mais c'est peut-être parce que Félix Tshisekedi veut glisser, il veut ajouter le nombre il veut renouveler son mandat, il veut briguer un 3e mandat. C'est tellement petit, c'est tellement chétif comme raisonnement pour comprendre que les gens refusent de réfléchir de par eux-mêmes. Vous comprenez, il ne faut pas, et au nom même de la séparation de pouvoir selon la théorie de Montesquieu, eh bien, la révision ou la modification de la Constitution ne relève pas de l'initiative du chef de l'État, c'est le Parlement, l'entité républicaine bien indiquée, bien placée pour parler
de la révision ou non de la Constitution, c'est le Parlement. C'est ça le cadre des discussions et des délibérations que nous avons dans ce pays. Vous êtes d'accord pour la révision de la Constitution, mais le Parlement est là. Allez vous défendre. Faites des propositions. Vous êtes contre, le Parlement est là. Mais ne restez pas dans la rue, hein, monsieur. Vous avez été voté, vous êtes au Parlement, défendez-vous. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, alors... Mais la grande discussion aura lieu au Parlement. J'ai appris que l'Église catholique veut lever aussi son bouclier et tout ça. Mais écoutez, l'opposition... Mais la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Refondre la Constitution dans le but de la remplacer par une autre, c'est constitutionnel. Et vous savez, moi je dis, je suis en train de présenter chapeau bas à l'UDPS, qui s'est un peu ressaisi, parce que vous savez, en 2006, parce que nous sommes en train de parler de la Constitution du 18 février 2006, Étienne Tshisekedi avait refusé cette Constitution. Et moi, Félix Kalala, j'avais voté non. J'avais dit non pour cette Constitution-là. Pour autant qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Comment voulez-vous que l'UDPS puisse fonder sa politique de gouvernance sur un texte qui n'a jamais existé dans ses pensées, ni dans son cœur? Ah non, je crois qu'il y a une cohérence. Donc vous êtes, si je vous ai bien compris, vous êtes pour la position de l'UDPS. Mais oui, il n'y a pas que moi, je vous dis que c'est un problème de bon sens. C'est un problème de bon sens. Il ne faut pas aller très loin pour comprendre que cette constitution n'a rien à voir avec le projet de développement déjà parce que de vous notre avez dit pays. déjà parce que vous avez dit que les débats sur la modification ou non doivent se faire au Parlement. Mais pourquoi est-ce que l'UDPS va encore se mêler, va encore donner sa position par rapport à la modification? La personne qui a parlé, c'est le secrétaire général de l'UDPS, qui est de surcroît député national. Il a dit tout haut, c'est que nous, les Félix Kalala, nous pensons très bas. Eh bien, il a dit qu'il faut penser, donc il a jeté le pavé dans la mare. La discussion est là, et on ne peut pas nous la refuser. Nous devons débattre, que les amis qui sont au Parlement puissent se battre dans un sens comme dans un autre. Il y a une thèse, et il y a une antithèse, alors battez-vous pour nous dégager une synthèse qui soit constructive. C'est ce que ça veut dire. Donc vous êtes pour cette modification-là de la Constitution? Je ne fais que vous le répéter. Moi, j'attends impatiemment, j'attends le référendum. Je ne vois pas quelques petites... Vous savez, madame, il y a un peu même cette problématique-là des articles verrouillés. Qui a verrouillé? Et pourquoi on a verrouillé? Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part ça sent un peu une... c'est comme si on est subjugué, on est téléguidé, bon, ce sont des articles qui sont verrouillés. On dit, mais 5 ans, un mandat de 5 ans, ok. Et pendant que vous savez que, prenons le cas, si nous arrivons en 2020, avant d'arriver même en 2028, 2027, c'est tout le monde dit, élection l'année prochaine et tout ça. Bon, mais dans l'entretemps, le monsieur a déjà consommé plus ou moins juste une année, sans rien faire, le temps d'installer le gouvernement, le temps de chercher un premier ministre et tout ça. Ça peut nous prendre 6 mois, ça peut nous prendre toute une année. Pourquoi ça n'avait pas été fait au premier mandat? Il fallait seulement attendre le deuxième mandat pour modifier la Constitution. Non, moi je pense que dans cette histoire de premier mandat, avec cette cohabitation problématique entre FCC et Cash, eh bien, il y avait à boire et à manger. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a une majorité indéniable au niveau du Parlement, eh bien, il a toutes les manettes en main. Alors, il peut... et voilà. Il ne faut pas dire pourquoi pas l'année et pourquoi maintenant. Maintenant, c'est opportun. Je suis en train de vous parler de l'opportunité. Je ne parle pas, peut-être que pendant le premier mandat, ce n'était pas opportun, mais maintenant, c'est vraiment plus qu'opportun. Cette constitution doit être révisitée de fond en comble. Et nous comme peuple, nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Et nous devons être consultés. Moi, je souhaiterais, d'ailleurs, avant qu'on puisse arriver à ces échéances et tout ça, qu'il y ait une consultation populaire. Qu'on demande l'avis, comme vous le faites, vous me demandez est-ce que je suis pour ou contre, que le président de la République fasse le tour du pays
pour consulter la population, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et voilà, c'est ça la démocratie directe, madame. Hein? Nous sommes d'accord, nous voulons que cette histoire nous soit un peu... Imaginez-vous, on vous dit que les rédacteurs de cette constitution, 80% c'était des Occidentaux. Mais de vous à moi, qu'est-ce qui nous reste en termes de respectabilité? En quoi est-ce que nous sommes sérieux? Si ce sont les autres qui doivent écrire notre rédaction, qui doivent rédiger notre constitution à notre place. J'aurais appris que parmi les témoins justement de cette constitution, il y a celui que je venais de citer, Jean-Louis Essambo, qui vous dit qu'il y avait à peine 2 ou 3 Congolais, mais le reste c'était des Occidentaux, c'était des étrangers. Alors laissons-nous le temps de nous faire prendre au sérieux maintenant. Monsieur Félix, puisqu'on parle de la Constitution, on ne peut pas finir la Constitution sans pourtant parler du dialogue. Il y a, vous êtes pour ou contre les dialogues? Vous, quand je parle de vous, société civile, vous êtes pour ou contre les dialogues initiés par Martin Fayoulou? Non, mais moi je ne suis pas là pour parler des individus, Fayoulou, Matata, quoi. Moi je ne suis pas là. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Fayoulou, moi? En quoi est-ce qu'il est plus important que moi? Évitez-moi votre histoire là. Hein? Il a refusé d'aller aux élections. Il a dit à ces gens de ne pas aller voter ou de ne pas présenter leur candidature pendant qu'il savait qu'il allait faire le roublard pour aller se présenter lui-même aux élections. Évitez-moi ça, moi, pour bien réfléchir, je n'ai pas besoin de petits esprits. Madame, je sais pas moi, le dialogue. Pourquoi dialogue? Pourquoi dialogue? Il y a crise. À quel niveau? On vous a dit qu'il y a crise institutionnelle. On vous a dit qu'il y a crise... C'est quoi? Le dialogue, oui, mais dans quel cadre? Et pourquoi? Pour quel résultat? Pour quel bénéfice? Surtout en ce qui concerne la vie de la population. Oui, on sait comment ça commence. Bon, on va au dialogue parce qu'au bout du compte, on veut se partager le gâteau. Ça, c'est pas opportun. Le cadre le mieux indiqué, le cadre constitutionnel qui existe pour dialoguer, pour débattre, pour échanger, c'est le Parlement. Vous avez des députés au Parlement, ils sont bien placés pour vous représenter là-bas et défendre vos points de vue. C'est tout, on n'a pas besoin d'une histoire là, non, nous avons besoin d'un dialogue qui sera parrainé par nos chefs spirituels en faisant allusion à la Senko, à cette histoire des protestants. C'est résolu, c'est révolu, madame. Nous avons besoin, le pays doit décoller, hein, on n'a pas besoin de dialogue et tout ça, et ça va prendre du temps, on va chercher à valider les mandats des gens qui vont... ce sont des mécanismes rétrogrades, hein, nous faire passer le temps. Qui va participer, qui ne va pas participer, et puis à l'issue de ce dialogue, certainement il y aura un texte qui tiendra lieu, je ne sais pas moi, d'accord et tout ça, que tout le monde doit respecter. C'est-à-dire, vous voulez jouer avec le mandat de Félix Tshisekedi, vous voulez le tirer par le bout du nez. Moi, je ne pense pas que Fatih va accepter cette bourde, cette bêtise. Parce que le président Félix avait déjà tendu sa main auprès des opposants, notamment Martin Fayoulou. Il est venu tout en répondant à l'invitation du chef de l'État. Pour faire quoi? Raison pour laquelle il a demandé les dialogues. Il a fait quand Félix a tendu la main pourquoi vous revenez à cette histoire de Fayoulou? Pourquoi vous ne parlez pas de Moïse Katumbi? Pourquoi vous ne parlez pas de Parce que c'est Fayoulou qui a initié le dialogue. Écoutez, maman, passons à ce qui est plus sérieux. Hein? Je suis sur ce plateau pour parler des choses sérieuses. Je ne sais pas quand et comment Félix Tshisekedi a dit à Martin Fayoulou qu'il a besoin d'un dialogue. Je ne sais pas. Dites-le-moi, c'était quand, où et comment? Bon, ok. Ça, moi, je ne vois pas. Laissez-le avec ces histoires des Pengue, Prince et Pengue. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. On ne peut pas finir sans dire un mot à la situation qui se voit à l'est de la République démocratique du Congo. Un mot avant de finir. D'abord, un mot pour l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu naufrage. J'ai appris, je crois que c'était à l'est, tout ça. Je m'incline. J'ai appris, j'ai suivi dans la presse... qu'il y a eu encore naufrage dans notre pays, et que plus ou moins 100 personnes auraient péri. 23 morts. Que ça. 23 morts et puis plusieurs disparus. 23 morts et tout ça. Il n'y a pas très longtemps, c'était encore dans les eaux du Grand Bandundu. Vous voyez,
paix aux âmes de ceux qui nous ont quittés. Moi, je pense qu'il faut revoir aussi la politique en ce qui concerne la communication, plutôt le transport fluvial, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi, baleinière et tout ça, et puis exposer la vie des gens comme ça, c'est pas du tout digne. Les bateaux, c'est l'information, les bateaux là avaient une capacité de 30 personnes, mais là il y avait au-delà de 30 personnes, plus de 100, une centaine de personnes. C'est ça aussi le problème, c'est ça justement, les questions qui relèvent du changement de mentalité dans notre pays, n'est-ce pas? Là, on vous dit qu'il faut respecter la charge, il faut respecter les normes, eh bien, il faut le faire. Vous voyez? Nous sommes à la fin de notre émission, voilà, un mot pour finir. Un mot, nous sommes déjà, on est déjà quelle heure? Je salue j'ai beaucoup plus. toutes les victimes de l'épuration ethnique du Katanga, comme je l'ai toujours dit, cette fois-ci, et d'ailleurs, le dernier ce mandat de Félix Tshisekedi, c'est notre dernière chance. Mettons-nous debout, le moment est plus que venu pour que notre voix soit entendue. Mungu amibariki kabisa bandugu yangu. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, Félix Kalala, de répondre à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Riptu Télévision. Merci surtout pour l'intérêt que vous accordez dans votre émission, que vous aimez bien, Invité 30, qui est une émission qui vous informe, qui vous donne l'information dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Félix Kalala, qui est un acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Avec lui, nous avons parlé d'un sujet hyper important qui n'est autre que la révision ou la modification constitutionnelle. Restez branchés et connectés sur Riptu Télévision. Nous disons merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. On se retrouve demain pour un autre numéro.